Bienvenue à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, deuxième interview sur la chaîne et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Marie, bonjour. Salut, Alors bonjour à vas-y, je te laisse te présenter. oui, alors, moi je suis, Marie, je vis en Suisse, dans les Alpes et je suis une ancienne, et toujours un petit peu anxieuse. J'ai souffert longtemps d'anxiété généralisée avec, des crises d'hypocondrie aussi, des crises d'angoisse et tout le soin. Et voilà, aujourd'hui, ben, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est quelque chose que je vis personnellement et un sujet, je trouve dont on ne parle pas assez, trop peu, et pourtant je pense qu'il est dans l'air du temps et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent souffrir justement bah, de cette peur de la maternité. Et ça comprend, autant, les peurs liées à la grossesse, à l'accouchement, mais aussi à la parentalité finalement et à tout ce qui va, s'ensuivre. N'est-ce pas? Et juste pour ceux qui écoutent, est-ce que parce que forcément moi c'est la périnatalité mon domaine, mais du coup est-ce que c'est aussi ta spécialisation ou pour les personnes qui sont anxieuses, mais c'est pas forcément lié à toute cette période de vie-là, est-ce que tu peux intervenir également? Oui, bien sûr, ben, je suis maintenant formée en PNL, donc je suis praticienne PNL avec, je continue de me former aussi, en ce moment dans la régulation du système nerveux. Et c'est tous des outils qui me permettent d'avancer aussi moi-même sur ce chemin et je comprends beaucoup mieux ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qui se passe dans notre corps par rapport à ce sujet. Et, et voilà, donc oui, je suis donc plutôt dans l'accompagnement des personnes qui souffrent d'anxiété ou de troubles anxieux généralisés. Euh, et comme c'est un sujet que je connais bien, puisque ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis dans ce chemin d'évolution par rapport à toutes ces peurs, eh bien, c'est quelque chose que je peux aisément comprendre. Et maintenant, j'ai aussi beaucoup plus d'outils pour aussi accompagner des personnes qui souffriraient de ces peurs-là. Oui, super. Donc vraiment très, très intéressant. Est-ce que, il y a quelque chose que tu souhaites développer justement? Donc si on donne un cadre, pour l'exemple, d'une femme qui apprend donc qu'elle est enceinte et soit c'est pas forcément le bon moment parce que, diverses choses, de la vie, soit autrement, elle pensait qu'elle adorerait cette période et en fait, manque de bol, les nausées, le changement hormonal, tout ça, ça lui génère beaucoup plus d'anxiété que ce qui est prévu et notamment, si elle en parle, il y a toute la famille, les amis, enfin la société qui dit: «Mais tu es enceinte, tu es censée, adorer cette période-là et non pas, te stresser pour rien, donc arrête d'être dans ta tête». Enfin, tu vois bien les les phrases, bateau qui sont dites comme ça et qui peuvent heurter beaucoup de monde. Donc voilà, dans quelque chose comme ça, s'il y a une femme qui est dans ce cas et qui nous écoute, qu'est-ce que, tu pourrais, lui conseiller? Je te laisse la parole. Eh bien déjà, je trouve que ce que je trouve bien et que j'observe quand même, c'est que grâce aux réseaux sociaux, on parle de plus en plus de ces sujets. On ouvre quand même beaucoup la parole sur le fait que voilà, c'est peut-être pas tout rose. Il y a beaucoup de contes aussi qui décomplexent la grossesse, tous les mots qu'il y a et arrivent aussi à en rire, disons, voilà, de décomplexer un peu tout ce sujet. Euh, Ce que j'aurais envie de dire dans un tout premier temps, c'est de pouvoir trouver des personnes de confiance à qui on puisse en parler. Je pense que c'est ma conviction, mais tout ce qu'on n'exprime pas s'imprime.
et à quelque part reste piégé dans le corps. Et c'est beaucoup comme ça aussi que moi j'ai vécu l'anxiété. C'est qu'au départ, je n'osais pas en parler, j'avais honte de ce que je ressentais. J'avais des peurs totalement irrationnelles et ben, du coup, c'est pas évident d'en parler. Et j'avais peur aussi qu'en parlant de ce qui m'arrivait, ça devienne une réalité. Donc, en fait, elle était déjà là, c'était déjà une réalité, mais j'avais peur qu'en l'exprimant, ça prenne encore plus d'ampleur. Et bah déjà, j'aimerais leur dire ou lui dire à cette future maman que de pouvoir en parler avec une personne de confiance dans un cadre où on se sent en sécurité, où on ne se sent pas jugé. Euh, Peu importe finalement si la personne peut comprendre ou pas ce que la maman vit, mais au moins de pouvoir avoir cet espace pour libérer cette parole. Et je pense que c'est déjà un tout premier pas. Et le deuxième, c'est, je dirais, de tout ce que tu vis est légitime, tout ce que tu vis a le droit d'être là. On n'est pas obligé. Je parlais avec une jeune maman justement dernièrement et j'ai adoré parce qu'elle m'a dit, mais tu sais, moi, j'ai pas aimé être enceinte. Et c'est pas des mots qu'on a l'habitude d'entendre autour de nous. On est censé, voilà, on est censé aimer ça. On est censé être heureuse, avoir ce glow de la grossesse. Mais c'est pas une règle. Pas tout le monde le vit de la même manière. Pas tout le monde a le même passé, le même vécu et le même quotidien, euh, les mêmes charges, etc. Et, euh, et j'ai trouvé génial qu'elle me dise ça parce qu'en fait, on n'est pas obligé d'aimer cette période, même si on a envie d'être maman. Mmh. Et, et la troisième chose que j'aimerais lui dire, c'est qu'il existe beaucoup d'outils finalement qu'on peut, ou de pratiques qu'on peut faire au quotidien, qui ne demandent pas spécialement du temps, qui ne demandent pas spécialement non plus un engagement cérébral, disons, euh, par exemple, de casser nos croyances limitantes ou justement de déconstruire des peurs. Des fois, on pense que c'est très... moi-même, j'ai pensé ça, que c'était très cérébral, qu'il fallait comme un processus. Et finalement, quand ben, je me suis intéressée à la régulation du système nerveux, je me suis aperçue qu'on pouvait beaucoup passer par le corps. Et mon Dieu, est-ce que c'est plus facile? Et, c'est tellement plus, c'est même agréable. Je veux dire, ça demande pas même beaucoup de temps. C'est même des fois juste quelques postures ou quelques respirations. Et parfois, ça suffit pour nous remettre dans un état de sécurité, dans un état où on n'a pas le sentiment de devoir se protéger de quoi que ce soit. Et je trouve que c'est génial parce qu'aujourd'hui, ben, on a de plus en plus de moyens pour se détendre, pour s'apaiser, puis pour retrouver de la sérénité, en fait. Mmh. Oui, puis il y a quelque chose, alors je ne sais pas si tu as des connaissances là-dessus, mais moi, ça me fait penser beaucoup, bah, forcément, avec les freins restrictifs et toutes les dysfonctions oromyofaciales, parce que ça, c'est un sujet que j'adore et qui est malheureusement très peu vu et très peu compris. Et je trouve aussi que ça permet de vraiment déculpabiliser parce que, vu que, voilà, comme tu disais, il y a une énorme culpabilité. Oui, mais j'ai pas le droit d'être anxieuse parce que tout va bien, parce que machin, etc., etc. Bref, les raisons valables pour ne pas être anxieux, il y en a des tonnes. Et je trouve que, quand enfin, en tout cas, moi, quand je fais une anamnèse sur, bah, le passé de toute la personne, eh bien, je trouve que ça enlève la culpabilité sur, la personne, mais aussi sur ses parents puisque, bah, c'est le monde dans lequel on vit, comment ça a évolué et que, c'est, quelque chose qui a changé depuis plusieurs siècles. Donc ça, je trouve déjà, ça fait un peu table rase et on peut, sortir en fait de cette anxiété coupable, on va dire, pour ensuite, bah, voilà, travailler. Alors, c'est vrai que moi, je suis plus avec la respiration et les libérations émotionnelles. Donc, c'est des techniques différentes des tiennes, mais qui sont totalement complémentaires et ça, c'est chouette.
Donc je voulais savoir un peu si toi tu en avais, si tu en avais connaissance en fait de toutes, ces dysfonctions, donc forcément liées au fascia, donc liées au nerf vagal, notamment? Oui, alors, déjà, j'aimerais juste rebondir sur cette notion de culpabilité parce que c'est quelque chose qu'on apprend dans la théorie polyvagale. C'est que finalement, on ne choisit pas d'être dans un état de survie ou dans un état de protection où voilà, on a tellement besoin de se mettre en sécurité et puis des fois le danger, il est réel, mais des fois, le plus souvent même, il est imaginaire ou il est, disons, dans notre tête. Et ça suffit pour quand même nous mettre dans un état d'insécurité. Et ces états, c'est en fait, ils sont enclenchés par des... Enfin, ils sont déclenchés, si on veut, par une situation, par des pensées, par, si on veut, comme des mémoires du passé. Ça nous rappelle une situation ou ça nous remet dans une situation qu'on n'a pas su gérer dans le passé, où on a ressenti de l'impuissance. Et finalement, on se retrouve de nouveau emprisonné un peu dans cet état de survie. Et, et c'est justement ce que j'ai adoré dans cette théorie polyvagale, c'est qu'on nous déculpabilisait finalement. On ne choisit pas toujours euh, d'aller bien ou d'aller mal. C'est pas juste une histoire, il faut penser positif. Euh, Parfois, avec notre tête, on a intégré qu'on devait être positif ou qu'on n'avait pas de raison d'avoir peur de ci ou de ça parce que si et parce que ça, on a même les raisons totalement démontrables qu'on n'a pas de raison d'avoir peur et pourtant on l'est. Donc c'est que c'est resté quand même figé dans le corps quelque chose, une mémoire d'insécurité qui est restée là et qui a été réveillée. Donc ça, c'est vrai que c'est très important de dire que de déculpabiliser en fait. On ne choisit pas toujours nos états. Le but, c'est de pouvoir revenir rapidement dans un état de sécurité. Et alors, je ne connais pas tout à fait tout ce que tu as mentionné avant pour répondre à ta question, mais par rapport, tu as évoqué les fascias, fascia, je ne sais pas exactement comment on dit, comment on prononce. Euh, mais, mais justement, toute cette gym de fascia ou de mouvements très lents qu'on peut faire, c'est justement quelque chose, un des outils qui peut être utilisé pour réguler notre système nerveux. Et parfois, ça demande même pas beaucoup de temps en fait, et c'est ça qui est génial. Et, et oui, des mémoires d'insécurité ou de trauma en fait qu'on peut garder dans notre corps sont essentiellement localisés dans les fascias. Donc, c'est intéressant de pouvoir agir dessus grâce à des mouvements lents, une gym de fascia, quoi. Tout à fait et puis il y a aussi, tu vois, bon, forcément, moi, c'est vis-à-vis de l'oromyofacial, donc ça veut dire plutôt le visage, étant donné que la langue, elle est quand même reliée à quasiment tous les nerfs crâniens. Donc, il y a une vraie conséquence aussi sur le corps. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut être des objets à mâcher, des choses en fait qui sont particulières pour venir finalement remuscler. Et donc, voilà, on fait travailler gentiment tout le corps par simplement de la mastication, par simplement des exercices de respiration pour vraiment utiliser le nez pour avoir du gazéno, etc. Et ça, je trouve que c'est assez extra de se dire qu'on peut aussi faire du préventif. Quand on a un terrain en fait anxieux, on peut venir faire ce travail-là et on sait que ne serait-ce que de simplement mâcher, mastiquer, ça fait sécréter en fait du cortisol, ça permet d'aider finalement à se redétendre après derrière. Et c'est pas pour rien qu'il y a des personnes qui ont du bruxisme, donc le fait de grincer des dents en fait la nuit, c'est parce que le corps, lui, il cherche une solution, en fait. C'est vraiment notre meilleur allié. Et donc, la solution qu'il trouve, c'est de faire ça pour réussir à potentiellement se détendre et du coup aller mieux derrière. Même si c'est pas la meilleure des solutions parce qu'à force de l'utiliser, on s'abîme les dents.
et qu'on en a besoin quand même, mais pas que. Donc, ouais, je trouve ces deux façons complémentaires. Ouais. Oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que je connais très bien, le bruxisme. Et c'est là où c'est très intéressant, je trouve, c'est que moi, ben, j'ai pris conscience assez, pas rapidement, mais j'ai pris conscience quand même de mes moments d'anxiété. Je sais maintenant quand même plus ou moins ce qui les déclenche. Consciemment, j'ai intégré tout ça. Et pourtant, la nuit, eh ben, je continue de grincer des dents. Donc, c'est bien la preuve qu'on peut avoir intégré beaucoup de choses, avoir compris, pris conscience de beaucoup de choses. C'est pas pour autant que le corps, lui, l'a intégré ou disons, a pu l'évacuer. Et en fait, c'est toute cette énergie de stress, de peur qui s'est localisée dans notre corps et qui finalement est restée emprisonnée. Et tout l'enjeu de cette libération, c'est de pouvoir agir par le corps pour pouvoir libérer tout ça. De comprendre avec la tête, ça suffit pas. Et Mm, ça, c'est vraiment une des grosses prises de conscience que j'ai eues, c'est que j'ai fait tellement de travail, j'ai lu tellement de livres, j'ai suivi beaucoup de formations, voilà, de choses qui pouvaient m'aider, mais c'était beaucoup avec la tête. Et finalement, le corps était le grand oublié de l'histoire. Et pourtant, lui, il a toujours toutes ces casseroles qu'il traîne. Et mm, il faut pouvoir ben, un peu couper ses fils, justement, et que ces casseroles soient laissées derrière son passage. mm. Et, et ben, tu parlais de la mâchoire. Il y a aussi tout plein de mouvements, bah, des fascias aussi, et de mouvements très lents qu'on peut faire avec notre mâchoire pour la détendre et puis finalement libérer cette énergie anxieuse. Ouais. Oui, ça serait intéressant que tu en fasses une vidéo ou quelque chose. Je serais preneuse parce que je pense que, vu que moi, c'est vraiment dans la thérapie liée souvent donc aux freins restrictifs, mais parce que les deux sont liés. Donc, ce serait intéressant de mettre en parallèle un peu nos exercices, chacune l'une et l'autre, parce que je suis sûre qu'il y aurait des similitudes et certainement aussi des complémentarités encore. C'est ça qui est chouette. Et ouais, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que bah, oui, tout ce qui s'exprime pas va s'imprimer et que de le faire par la tête, en fait, on fait quoi, peut-être 10% du travail, même pas, je pense, hein, parce que pour moi, c'est vraiment le corps aussi qui évacue. Après, il y a plein de façons différentes. Il y en a qui arrivent avec la méditation, avec l'hypnose. Moi, c'est vrai qu'en réflexologie plantaire, je travaille beaucoup les fascias aussi. Donc notamment quand c'est des enfants, je trouve que c'est hyper utile et efficace parce que t'as pas besoin de beaucoup de séances. En deux, généralement, c'est suffisant. Et tu vois les résultats tout de suite. Donc pour les enfants, c'est pratique, faut le dire. Mais, euh, mais ouais, ouais, très, très intéressant là-dessus. Donc je sais pas après si tu as autre chose à ajouter là-dessus. Non, mais tu fais bien de le mentionner, il y a beaucoup d'outils. Il y a aussi est-ce que je peux dire nouvelles thérapies, pas forcément nouvelles, mais en tout cas qui sont nouvelles dans l'esprit des gens, comme l'EMDR. Il y a la psyché aussi, ou psyché, je ne sais pas comment on prononce. Mais il y a beaucoup d'outils. Il y a l'hypnose, la méditation, comme tu l'as mentionné, tous ces sports doux aussi, comme le yoga, le pilate, et, et tout bêtement la marche, hein. Euh, et c'est ça qui est important aussi, je dirais juste parce que ça fait partie de ma vision et de mon accompagnement, c'est que euh, bah justement, on entend parler de beaucoup d'outils, mais tous ne vont pas convenir à tout le monde. Enfin, voilà, on a tous des outils qui vont mieux nous convenir que d'autres. Et l'enjeu, c'est ça, c'est de tester, d'essayer, de voir ce qui résonne, d'apprendre aussi, c'est tout un processus finalement, d'apprendre à se faire confiance et à reconnaître quels sont les besoins de notre corps
ce qu'on a envie de tester et se laisser aussi guider par voilà, ce qui nous tente, ce qui nous dit: «Ah tiens, ça me plairait bien» et puis, c'est tout un parcours quand même de trouver ce qui nous convient et personnellement, je suis très fan de tous ces outils qui te rendent autonome, que tu peux faire chez toi à la maison. J'ai testé beaucoup de thérapies, différentes, mais c'est vrai que toutes celles qui, impliquent qu'on prenne rendez-vous avec un thérapeute, j'ai cette sensation de perdre mon pouvoir. Alors, bien sûr qu'ils aident et je dis pas qu'il faut pas y aller parce que sur mon parcours personnel, ben, chaque personne que j'ai rencontrée m'a aidée et m'a permis une petite prise de conscience, quelle qu'elle soit. Hem, mais c'est vrai que tous ces outils qu'on peut faire chez soi à la maison, c'est génial parce qu'on a tout à disposition finalement et voilà, après c'est juste de tester et de créer sa boîte à outils, ultra personnalisée. Mmh. Ouais, je suis totalement d'accord et puis je dirais aussi en plus des outils que l'on peut apprendre, il y a aussi ces personnes dépendantes, mais aussi du thérapeute en fait, de la personne qui va vous apprendre à faire, ça et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi que le mieux enfin, moi c'est ce que je dis toujours en naturopathie, c'est je vous donne des clés, mais par contre, c'est pour que vous puissiez vous débrouiller et c'est ça qui est important, en fait, c'est de retrouver, voilà, sa propre puissance parce que, si ça arrive pendant, les vacances, pendant, le soir, le week-end, enfin, voilà, c'est les thérapeutes sont pas, disponibles H24 et puis, on n'a pas forcément non plus, envie de forcément se déplacer, de réexpliquer ou autre. Donc ouais, moi j'aime bien donner des petites, trucs et astuces, enfin, ça tu es au courant, mais pour que les gens puissent se débrouiller et après il peut aussi y avoir des choses, toutes bêtes et toutes simples, j'ai envie de dire, bah oui, se promener en nature, ça fait toujours du bien, mais personnellement, moi je sais que ne serait-ce que juste faire la vaisselle, ça me détend. Donc c'est à la maison, c'est moi qui la fais la plupart du temps parce que, bah, voilà, c'est un moment où mon cerveau est en off et puis, j'ai cru voir sur Insta que toi, c'était les Lego, qui te détendaient. Exactement. Mais en fait, Mmh. c'est le propre de ces activités que j'appelle en fait, méditation active. Toutes ces activités qui demandent peu d'activité cérébrale, enfin de pas demander de réflexion, qui demandent un peu de mobilisation des mains ou, de notre corps, mais une légère mobilisation. Euh, pour moi, on est dans un état méditatif. Je sais que je réfléchis pendant ces moments, mais à la fin de ma session de Lego ou de tricot, je serais incapable de dire à quoi j'ai réfléchi ou à quoi, qu'est-ce qui m'est passé par la tête. Tellement de choses passent, mais justement, elles passent. Elles ne restent pas à tourner en boucle dans la tête. Et le jardinage, le repassage, le bricolage. euh, Cuisine, ça voilà, marche toutes ces aussi. activités, elles sont géniales. Et moi, j'ai ben, un papa menuisier, je vois bien, toutes ces personnes manuelles, c'est leur méditation, quoi. Ils sont là à utiliser leurs mains. Bien sûr, il faut réfléchir hein, quand on travaille, c'est différent, mais ils ont une autre... on voit qu'ils se prennent probablement un petit peu moins la tête que l'autre. Ça, c'est clair. Ouais, oui, oui, c'est sûr qu'il y a des métiers qui sont plus favorables, à cette, méditation active, comme tu disais, que d'autres, ça, c'est évident. Et après, il faut réussir à trouver, ça peut être le dessin, c'est pas obligé d'être, ça peut être pas être le côté créatif. C'est vrai qu'il y a rien de mieux que pour entrer en méditation, avoir, des idées et des choses comme ça. Donc ouais, c'est chouette. Et est-ce que du coup, il y a autre chose que tu voulais, nous partager par rapport à la grossesse, au côté périnatal? Parce que ça là, c'est vrai qu'on a parlé plutôt du moment où la femme, elle apprend qu'elle est enceinte ou qu'elle est enceinte et que ça se passe pas forcément très bien. Mais est-ce que, pour, gérer peut-être, l'accouchement ou pour le postpartum, parce que souvent il n'est pas préparé, donc, est-ce que, là, tu aurais, des petits tips, pour les femmes qui nous écoutent?
Oui, alors je vais juste remonter un petit peu dans le temps parce qu'il y a encore toute cette période avant d'être dans ce processus, puisque je suis en plein dedans et que c'est ce que je trouve qu'il manque aussi comme, voilà, qu'on n'en parle pas suffisamment. Mais j'ai vraiment remarqué ça en atteignant en fait l'âge des 30 ans. Quand ça fait déjà quelques années, même plusieurs années que tu es avec ton chéri et que tu sens des interrogations autour de toi, de tes amis ou même de personnes que tu connais pas forcément du tout très bien, qui s'interrogent de savoir qu'est-ce que tu attends, pourquoi vous en êtes pas encore à l'étape du bébé. Et voilà, c'est, je trouve, quelque chose dont on parle pas assez, c'est toute cette peur euh, de est-ce que on y va, est-ce que on attend, est-ce que voilà, je trouve que c'est tout un processus quand même par rapport à peut-être l'époque de nos parents où c'était un peu une suite logique. On était avec quelqu'un, on se mariait et on avait des bébés et ils vécurent heureux pour le reste. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que voilà, ça se euh, remodélise un petit peu. C'est que les femmes ont finalement le choix d'avoir ou non des enfants, qu'on vit aussi dans un rythme assez soutenu, un quotidien assez soutenu, bien rempli, où aussi on trouve de l'épanouissement dans notre travail ou dans nos activités extra-professionnelles. Et, et je pense que de plus en plus de femmes aujourd'hui se posent la question de si finalement elles veulent des enfants ou pas. Euh, et s'ajoute à cela toutes celles qui ont un passé anxieux ou qui sont toujours à dealer avec l'anxiété. Et là, ça vient encore comment dire, augmenter finalement toutes ces questions parce que bah, il y a la question de est-ce que je vais être capable? Est-ce qu'il y a la question de mais moi j'ai déjà peur pour moi, pour ma vie, je suis déjà pas sereine tous les jours, qu'est-ce que ça va être avec un enfant? Et puis tous les tests qu'il y a à faire, tous les contrôles qu'il faut faire, mais moi j'ai peur des médecins, j'ai peur des hôpitaux. Surtout bah, si on a souffert d'hypocondrie ou qu'on souffre toujours d'hypocondrie, hein, on a déjà le moindre symptôme, on est là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai? Et on sait qu'une grossesse, ben, c'est beaucoup, beaucoup de changements dans le corps. Et, et je pense qu'il y a toutes ces questions que beaucoup de femmes finalement se posent, mais qui n'osent pas en parler parce que finalement, je trouve qu'il n'y a pas d'espace euh, proposé et ouvert où on puisse vraiment libérer cette parole. Et, et ça, bah, ça repousse aussi, ça repousse voilà, le moment de se lancer finalement. Mm, mm, Et après, je sais que ben, voilà, je discute aussi avec des femmes qui me disent, mais moi, je sais même pas comment on s'occupe d'un bébé, je ne sais rien d'un bébé. Quand il pleure, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'il faut lui donner à manger? Enfin, ça peut paraître des questions toutes bêtes et puis qu'on pense on va se lancer puis on va apprendre sur le tas, mais c'est pas forcément euh, c'est pas forcément le cas. Et finalement, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de dépression postpartum. C'est que toutes ces femmes se sont dit, bon, on a fait des enfants, c'est le truc le plus naturel. Je me suis lancée, j'ai pas beaucoup appris parce que je vais apprendre sur le tas. mm, Voilà. Et puis en fait, elles arrivent là et elles se rendent compte que bah, ça demande quand même de la préparation. Et, et des connaissances et d'être accompagné surtout par mm, des gens qui connaissent. Et, et voilà, c'est pas aussi évident, disons. Et bien sûr qu'il y a l'instinct maternel et après, selon comment on est impliqué aussi dans justement dans ce processus.
Bien sûr qu'on acquiert des connaissances et tout ça, mais je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de femmes qui se posent des questions, de simplement savoir si elles seront capables. Oui, ouais, je te rejoins totalement et c'est vrai que, c'est la préconception, moi, c'est un sujet que j'adore parce que, je trouve comme toi qu'on n'en parle pas suffisamment, que, la plupart des couples, en fait, se posent même pas la question. C'est bon, bah, c'est l'âge où on a des enfants et voilà, on a toujours fait comme ça, donc il y a pas de raison. Les autres y arrivent, donc pourquoi pas nous? Et je trouve quand même que, ceux qui se sont demandé déjà, est-ce qu'ils ont vraiment envie d'avoir des enfants? Et qu'est-ce que ça veut dire avoir des enfants? Qu'est-ce que l'on veut inculquer? Qu'est-ce que l'on veut, transmettre, en fait, à nos enfants? C'est des questions qui sont malheureusement pas souvent posées dans le couple. Donc moi, c'est un peu les premières questions ben, que je pose au premier rendez-vous quand il y a la grossesse et même après, parce que ça a beaucoup, beaucoup de conséquences. Mais aussi, quelle est, la propre histoire de chacun des parents? Quelle est l'histoire du couple aussi? Ça joue énormément et en effet, on en parle vraiment très peu et je suis totalement d'accord avec toi qu'il faut beaucoup de connaissances pour avoir, en fait, un enfant, pour réussir à comprendre que, ben, s'il pleure, c'est peut-être, normal, mais c'est aussi peut-être parce qu'il y a quelque chose, que, soit ses besoins sont pas, assouvis, soit, parce que c'est la physiologie qui fait que les bébés naissent, prématurément, mais, c'est des prématurés physiologiques et aussi justement, est-ce que c'est, bah, lié donc à un frein et cetera, des dysfonctions, mais est-ce qu'il y a pas autre chose? Est-ce que, l'accouchement s'est bien passé? Est-ce que la grossesse s'est bien passée? Tout ça fait que l'enfant peut être toujours en état de stress, donc vraiment, dans le système, en fait, sympathique et donc qui fait que, bah, il va pleurer, qui fait que si en plus son, palais, il est haut, étroit et bien, il va pas réussir à bien respirer, donc ça va le stresser d'autant plus et ce qui veut dire aussi qu'il va avoir besoin d'une tétine, donc ne culpabilisons pas non plus les parents qui utilisent la tétine parce qu'il y a des enfants qui ont besoin forcément de ça, le temps de tout remettre en place et ça peut des fois prendre des années. Enfin bref, ou du coup les bébés qui ont besoin d'être au sein non-stop parce que, bah, le sein c'est la tétine. Donc voilà, il y a tout ça en fait qui fait que et pareil les allaitements aussi qui fonctionnent pas, on en voit tellement, enfin moi c'est ce que je vois le plus à peu près. Donc heureusement il y en a qui fonctionnent bien et c'est justement pour ça que je les vois pas et c'est chouette, pour eux. Mais rien que ça, en fait, ça peut aussi générer énormément d'angoisse et la réponse la plus courante, si on reprend l'allaitement, c'est, bah, donne-lui le bib, parce que ça ce sera bon, en fait. Il va arrêter de pleurer, donne-lui la tétine, alors, il y a des fois, on a vraiment besoin et il y a des fois, bah, il y a peut-être d'autres choses à faire et donc là, pour le coup, un rendez-vous ostéo, un rendez-vous avec, une IBCLC, enfin peu importe le moyen et par contre, à chaque fois, moi, je dis, c'est qui aussi les parents parce qu'avant qu'ils prennent rendez-vous, ils sont déjà cramés. Ils ont plus d'énergie, ils ont un stress, énorme, une culpabilité qui s'est installée derrière, aussi l'ego qui en a pris un coup parce que, justement, c'est: «Bah, non, voilà, on tout le monde a des bébés, ça va bien se passer pour nous aussi, on n'est pas plus bêtes que les autres» et là, par contre, ils se posent la question: «Mais en fait, est-ce qu'on n'est pas plus bêtes que les autres?» alors que c'est pas le cas. Mais voilà, il y a tout ça et ouais, je suis d'accord que, aider sur le côté anxieux, là, c'est primordial. Mmh. Oui, en tout cas, ce que je réalise de mon propre parcours, on m'a souvent reproché que je me posais beaucoup trop de questions. Et, euh, et au début, j'ai cru à ça. Et maintenant, je me rends compte à quel point c'est vraiment faux. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire passer comme message à toutes ces femmes qui sont peut-être un petit peu anxieuses et qui se posent énormément de questions. C'est tant mieux. C'est tant mieux parce que finalement, nos peurs, c'est nos guides, c'est nos meilleurs guides, c'est nos meilleurs enseignants. Et moi, sans ces peurs, je me serais jamais intéressée à ces sujets, en fait, de la grossesse, de l'accouchement,
de la physiologie, de tout ce processus du postpartum, alors que je ne suis pas du tout ni maman ni enceinte. Mais qu'est-ce que je suis heureuse aujourd'hui de savoir que finalement ça demande de la préparation, que c'est pas voilà, peut-être qu'à l'époque, c'était différent. On était aussi peut-être plus entouré par les femmes de la famille, ce qui est quand même beaucoup moins le cas aujourd'hui. Et, et voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que je suis heureuse de m'être posé toutes ces questions, parce qu'elles m'ont quand même ouvert aussi un champ des possibles. Euh, il y a voilà, il y a des possibilités, il y a des ça n'a pas besoin de se dérouler comme pour le 90 des femmes. On peut très bien vivre une grossesse différemment que le 90 des femmes. On peut très bien vivre un accouchement différent, un postpartum différent, être organisé différemment que ce qu'on a entendu, de ce qu'on connaît. Hem Et d'avoir toutes ces connaissances, finalement, bah, ça ouvre vraiment beaucoup le champ des possibles et se rendre compte, ah, mais tiens, ça, c'est peut-être quelque chose qui peut me convenir alors que je savais même pas que ça existait. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui peut me convenir et pourquoi pas. Et, et du coup, ben, remercier vos peurs parce que sans elles, ben, vous avez justement de fortes chances de tomber dans quelque chose qui est réactif, disons, où vous allez tomber dans une situation où ben, vous serez devant le fait accompli et puis ben, va falloir réagir. Et finalement, les peurs, elles servent à ça aussi, c'est à nous guider, à se dire, mais attends, il y a des trucs qui, moi, me conviennent pas, en fait, dans tout ce monde. Euh, ben voilà, moi, je sais que j'ai envie d'enfants, mais d'une certaine manière, j'ai envie de le vivre d'une certaine manière aussi. Même ma parentalité, j'ai envie de le vivre d'une certaine manière. Et ça implique forcément bah, des peurs parce que le modèle qu'on connaît, il rentre pas du tout dans mon modèle à moi. Et du coup, je me dis, mais mon Dieu, mais c'est impossible d'avoir des enfants comme je le veux. Et en fait, non, c'est possible. C'est juste qu'on n'en parle pas assez. C'est juste que, voilà. Et mes peurs m'ont amené là où j'ai envie quand même. Et je me suis rendu compte que ben, il y a des possibilités. Et tout ce qu'on peut faire finalement en amont, tu parlais avant du postpartum, c'est sûr qu'on peut vivre beaucoup d'anxiété. Une femme qui n'a par exemple pas vécu d'anxiété auparavant, il suffit d'un accouchement qui s'est peut-être pas déroulé tout à fait comme elle voudrait et qui tombe peut-être aussi dans de la culpabilité de nouveau, peut-être dans la honte, dans ce sentiment d'impuissance ou d'incapacité. Et après, en fait, elle peut rester un peu bloquée dans cet état-là et poursuivre un postpartum où un moindre cri, elle a peur, euh, je sais pas, un moindre bobo ou une moindre rougeur sur la peau de son bébé et ça part en cacahuète et elle se reconnaît plus parce que finalement, c'est peut-être pas quelque chose qu'elle avait connu avant. Elle a jamais été anxieuse. J'entends hein, souvent ces discours, même ça n'a rien à voir avec la maternité, hein, ça peut être. Mais moi, j'ai toujours été d'attaque, j'ai jamais trop eu d'anxiété. Et puis, il a suffi d'un événement, les personnes ne savent peut-être même pas forcément ce que c'est. Il suffit d'un stress chronique aussi, qui Mmh. se, qui se déclenche, enfin, qui finit par devenir un trouble anxieux. Et le stress chronique, enfin, ça s'installe de manière très insidieuse, hein, on s'en rend pas toujours compte, mais dans nos vies très voilà, soutenues, ben, ou des objectifs au boulot à devoir atteindre, ça suffit pour rentrer dans une boucle Mmh. avec un état qui devient de plus en plus voilà, sympathique, comme tu disais, où on vit un peu de l'insécurité. Et si ça se prolonge, on peut très bien tomber dans l'anxiété. Il y a ça ou il y a le choc, carrément, ben, ou un événement que sur l'instant, on ne se rend pas compte que c'est un choc, puis finalement, notre corps, il est quand même resté dans cet état. Mmh. Et c'est pas parce que ben, on n'a peut-être pas préparé tout ce qu'il fallait. Et aussi, il y a l'imprévu de la vie, hein, on peut très bien préparer beaucoup de choses. Euh, et puis voilà, il arrive quand même des fois ce qui doit arriver et c'est OK. En fait, ce qui est génial, c'est que peu importe ce qui est arrivé, on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas. Ça, c'est aussi un truc qui m'a beaucoup aidé et on en parle mine de rien assez peu dans l'anxiété.
J'ai eu suivi aussi des personnes qui parlent de ce sujet, qui disent qu'il faut aller à la rencontre de ces parts d'ombre, qu'il faut aller chercher d'où ça vient, qu'est-ce qu'on a vécu dans notre passé, dans notre enfance, pour que on en arrive là aujourd'hui. C'est pas nécessaire. Et je pense que c'est important de le dire parce que il y a des personnes qui passent des années en psychanalyse ou des années à parler de tout ce qui n'a pas joué, de tout ce qu'ils auraient pu vivre et tout ça. Si je prends mon exemple de cette peur liée à la maternité, ça peut venir de ma propre naissance parce que je sais que voilà, j'ai été shootée, j'ai été déclenchée, je n'arrivais pas, donc finalement je suis née par césarienne, j'ai peut-être pas eu la venue au monde la plus fluide. Et peut-être que ça vient de là aussi. Je sais que ma maman a subi des stress très intenses durant sa grossesse à cause d'un test notamment qui prédisait que je devais naître autiste. Donc quel stress pour une maman quand c'est son premier bébé. Ça peut venir de là, mais on ne sait pas en fait. J'ai vécu d'autres choses après dans ma vie, dans mon enfance. On n'en a aucune idée. Ça peut être ça, ça peut être un peu de tout ça, ça peut être Mm. rien à voir avec ça. Oui, parce que Et voilà, je là, pense que c'est important de le dire parce que on peut agir ici et maintenant mm, pour. Et il n'y a pas besoin de ressasser le passé. On peut agir sur le corps aujourd'hui et libérer cette énergie anxieuse ou cette énergie de peur. Et c'est bon. Et c'est pour ça que c'est important, ben, même si le postpartum n'a peut-être pas débuté comme il fallait, c'est pas grave. On a des outils, on peut agir ici et maintenant et, euh, et libérer tout ça pour même les jours qui suivent. ouais, ouais, totalement, je te rejoins. Et puis il y a aussi une chose, un gros stress en fait, euh, qui est, dont on parle peu finalement. C'est aussi le stress de l'alimentation, qui est de plus en plus transformé, donc on mâche de moins en moins, ce qui veut dire que le corps, bah, vu qu'il va pas mâcher, donc il va pas travailler ses muscles, mais ça veut dire aussi qu'il va pas évacuer des choses, des micro-tensions qu'il a eues tout au long de la journée. Et également que l'alimentation peut être finalement stressante pour le corps. Donc ça, c'est quelque chose souvent que les personnes que je vois ont vraiment du mal à comprendre. Mais je mange, donc pourquoi ce serait un stress? Si, ça reste un stress, ça reste une transformation. Donc si en plus ce sont des produits qui demandent énormément d'énergie, énormément de temps à faire, ben, ça veut dire que c'est de l'énergie que vous ne pouvez pas mettre ailleurs. Donc du coup, ben, s'il y a le moindre petit désagrément à côté, ça va encore plus fatiguer et donc on va moins bien récupérer. Et tout ça en fait fait que c'est un stress dont bah, on aura beau aller en psychanalyse, il va pas, je pense pas qu'on réussisse à ressortir. Alors à telle date, à tel jour, à telle heure, du coup mon estomac était pas d'accord. Ensuite, ben j'ai eu un stress, donc mes intestins ils étaient plus trop fans. Puis bah, j'ai bu du café, c'est encore plus augmenté mon stress. Donc bah, tout le reste là, tout le système digestif, non ça l'a pas fait. On n'y arrivera pas. Donc Et encore faut-il avoir conscience de ça. c'est ça, donc c'est aussi pour ça où je te rejoins totalement de pas toujours chercher l'origine intellectuelle, en fait. Si, il y a des fois, on a besoin. Quand, c'est pas... si moi, un de enfin, mon mentor qui répétait souvent qu'une femme qui n'était pas désirée, mais que sa mère n'avait jamais réussi, enfin, n'avait jamais accepté, en fait, de lui avouer. Et elle avait profité d'un moment où donc sa mère ayant Alzheimer assez poussé, plutôt que d'essayer de lui dire mais non maman regarde c'est moi, elle l'avait fait parler comme si elle était une étrangère. Et c'est ce jour-là où sa mère lui a dit mais non mais cette fille-là elle ne compte pas. Et donc là ça l'a elle libérée. Donc c'est ce qu'elle avait besoin à ce moment-là. Mais par contre au niveau du corps, j'ai envie de dire c'est on n'a pas forcément besoin, ne serait-ce que comme que ça soit les antilopes ou à peu près toutes les proies, quand elles réussissent à partir et pas se faire manger par le lion ou que sais-je, elles se mettent à trembler de partout, c'est parce que c'est le corps qui exprime et qui évacue. Donc nous, on peut très bien faire la même chose.
Même si bien sûr, en soi, elle doit bien le savoir que c'est lié au stress qu'elle a eu, mais elle est pas en train de mentaliser: «Alors là, il faut que je le fasse pendant tant de temps pour évacuer parce que du coup, nanana». Non, ça se fait, point. Je le dis souvent, c'est un choix, mais c'est pas une obligation. Mmh. Si on ressent vraiment ce désir d'en savoir plus, d'aller questionner ses parents, ses grands-parents, euh, ça peut faire partie d'un processus hein, voilà, qui est totalement OK et certaines personnes en ont besoin. Et je dis pas, moi aussi, j'en ai eu besoin à un certain moment. Mais c'est pas une obligation pour aller bien. Et je pense que c'est important parce que on peut pas toujours mettre le doigt sur enfin, voilà, ce qu'on a vécu. Et parfois, je pense que c'est aussi multisource. Enfin, ça peut venir de différentes sources. Et, et voilà, ça peut faire peur en fait aussi. On se dit, mais si j'ai pas mis le doigt dessus, alors je vais jamais arriver Mmh. à passer À ça. l'évacuer, ouais. Mmh. Et ça, ben, c'est dommage parce que non, il y a d'autres moyens. Ouais, ouais, totalement. Ouais, ouais, oui, puis, bah, là encore, si c'est des stress qui sont, liés au développement, du fait que les mâchoires rétrécissent et cetera, ça crée énormément de stress, en fait, hein. Et là où justement ça me fait repenser à ce que tu disais tout à l'heure, pour les personnes, qui, se disent: «Bah, elles étaient pas anxieuses et puis il y a un moment, voilà, elles ont basculé». Mais aujourd'hui, combien ont des mâchoires bien formées? Combien d'adultes est-ce que l'on connaît qui n'ont jamais eu de soucis, dentaires, qui ont eu les dents, bien mises, qui ont eu, aucune carie, qui respirent tout le temps par le nez, y compris en faisant du sport parce que c'est on est censé le faire, de cette manière-là, on va dire? Heu, Personne. Donc ça veut dire que tout le monde est en état de stress quasiment tout le temps. Donc on a un terrain qui est là et donc ça, quelle est l'origine, quelle est la cause? Bah, elle date, de plusieurs siècles. Là, d'après, un livre, hyper intéressant dont je parlerai certainement dans une prochaine vidéo, que je suis en train de lire, et il remonte à l'Homo erectus. Ça fait quelques siècles. Donc On c'est va aller blâmer à ce moment-là. et c'est ça, est-ce qu'on va les blâmer, lui, pauvre? On n'aurait jamais dû passer Homo sapiens. Tu vois? C'est, on Oui, et pourra. après, il y a aussi la vie qui se déroule. Je veux dire, c'est sûr que c'est pas dès qu'on vit un moment de stress que forcément ça va rester en nous et que non, il y a des moments de stress qu'on arrive très bien à gérer, qu'on arrive à évacuer en fait, sans même devoir faire un quelconque exercice. Et il y a des événements de stress qui en apparence ont l'air de rien. Mais en fait, notre sentiment était tellement euh, fort d'impuissance ou d'incapacité de figement, quoi. Qu'est-ce que je fais? Et pourtant, la situation en elle-même est pas très, voilà, est presque anodine. Finalement, c'est vraiment ce qu'on ressent voilà, ce qu'on a vécu. Et même là, on peut aussi, sur le moment, ne pas arriver, et puis sur l'instant d'après, on arrive à évacuer. Notre corps, il fait aussi beaucoup de choses par lui-même et Mmh, de lui-même. Et, euh, et voilà, mais il y a aussi des choses qu'on a vécues en tant que société, hein, comme la crise du Covid, comme la crise... il y a d'autres crises, hein, les crises économiques, les crises écologiques, ou peu importe. Mais ça instaure aussi un stress ambiant mmh, dans la population et qui, justement, c'est ça aussi où finalement, on n'est pas imperméable, hein. On n'est pas imperméable aux autres, on n'est pas imperméable aux infos, au stress ambiant finalement. Et, euh, et ça vient gentiment s'installer et ça peut suffire pour rentrer dans un état où finalement, eh ben, on se sent jamais vraiment pleinement safe, pleinement capable, pleinement, voilà, euh, oui, en sécurité, en pleine possession de ses moyens, quoi. mmh. Et puis, là, 2 choses, où j'ai envie de rebondir, c'est d'une, 1er médicament, arrêtez la télé, débranchez-la, jetez-la par la fenêtre. C'est le Ça, meilleur conseil, c'est le oui. seul médicament que je donne, moi, c'est
Voilà, le nombre de fois où j'ai pu le dire pendant la période covid, «Votre grand-mère, elle va pas bien». Eh bien, débranchez la télé, parce que vous verrez, elle ira mieux. Parce que c'était voilà, c'est le but, en fait, de tout ça, mais bon, c'est encore un autre sujet et je reviens aussi ici sur parce que souvent, en fait, on me dit que le stress, c'est ultra, négatif, qu'il faut éviter au maximum de vivre dans un stress, mais respirer, c'est stressant pour le corps. On va pas arrêter de respirer, on en a besoin, en fait. Donc il y a ça, d'une part, donc c'est physiologique et aussi, d'autre part, c'est que toutes les périodes, en tout cas pour ma part et je pense que je suis loin d'être la seule, il y a eu des moments de gros stress, mais ça m'a permis aussi de tellement apprendre de choses sur moi, mais aussi parce que, il a fallu se dépasser, il a fallu en fait, aller de l'avant tout simplement et donc c'est aussi ça en fait le stress parce que si je reprends sur, l'homo sapiens ou même avant, ben, oui, ils avaient forcément un moment de stress quand tu as une bête féroce qui arrive et puis qui veut venir te manger. Donc, c'est aussi pour ça que le corps, il est tellement bien fait, c'est pour pouvoir, partir plus vite, pour réussir à réfléchir plus rapidement. Donc c'est pour ça que la digestion s'arrête, qu'il y a après toute la cascade. Ce qui est dommage, c'est quand le stress reste, en fait, ou qu'il est invalidant. Donc c'est aussi ça où j'ai envie de faire une petite, distinction, avant de terminer et je te laisserai conclure derrière, puisque, voilà, j'entends tellement en fait de dire que le stress est négatif, alors que non, il peut être, positif. Tout dépend encore de comment on le ressent. En tout cas, c'est vraiment mon avis et surtout de ce qu'on en fait. Parce que, ouais, vraiment, moi, j'ai eu des périodes difficiles dans ma vie, mais c'est grâce à ça que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Donc pour moi, en fait, c'est vraiment, j'ai, une énorme gratitude par rapport à tous les événements que j'ai vécus, qui ont pas toujours été simples, c'est sûr, mais par contre, mais qu'est-ce qu'ils ont été, ouais, c'était un vrai guide aussi et donc le stress qui découlait de ça, c'était aussi un super guide. Voilà. Ce sera ma conclusion à moi, je te laisse, donner de la tienne. Oui, ben, je te rejoins totalement et les personnes avec qui que je parle, que je discute de ce sujet, c'est aussi tout ce qu'elles disent. Et pourtant, certaines ont vécu des séjours à l'hôpital psychiatrique, hein, où leur anxiété les a amenées carrément à la dépression. Euh, Pourtant, elles ne regrettent rien. Ces personnes ne regrettent pas être passées par là. Parce qu'elles ont quand même, aujourd'hui, elles sont toujours là, ce qui prouve quand même que on est capable de beaucoup de choses, qu'on est capable de traverser le pire, vraiment le pire. Et c'est peut-être bon de le rappeler pour toutes ces femmes qui sont postpartum et qui galèrent et qui peut-être même se reconnaissent plus. Euh, Vous êtes capable de traverser le plus dur et le, le plus magique dans tout ça, c'est que dans quelques temps, quand ça sera derrière, eh ben, vous ne regretterez même pas cette période. Elles, elles- Elles seront aussi fières d'avoir traversé ça. Et moi, j'ai vécu des moments très, très sombres avec mon anxiété, avec des crises d'hypocondrie, des crises d'angoisse. Il y a une période où j'en faisais jusqu'à plusieurs par jour. Euh, qu'est-ce que c'était dur. Et pour moi, je suis quelqu'un de solaire et de voilà, qui aime la vie, qui a jamais eu une enfance très heureuse. Enfin, tout ça, je me reconnaissais plus et je me demandais si j'étais dépressive. Je sais pas, peut-être que je l'étais hein, à un certain moment, mais je regrette pas ce que j'ai vécu. Et, euh, et c'est vrai, ça fait la personne qu'on est aujourd'hui, finalement résiliente et on se rend compte que c'est que c'est des batailles qu'on a réussi à surmonter et qui nous rendent tellement plus vivants aujourd'hui. Mmh. Tellement. Beh, merci beaucoup pour, ton temps, pour, ces beaux mots parce que j'aime beaucoup et puis, je mettrai en description des liens pour te contacter. Dis-nous, pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent, te retrouver? Alors, ben, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, donc Marie-en-bas Cortet. Je crois qu'elle va noter
pour, c'est pas juste CORTE, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais oui, je me ferais une joie de, ben, d'entrer en connexion avec vous et de partager aussi mon monde. Et merci à toi, Johanna, pour l'invitation. Je suis très contente voilà, d'avoir pu parler de ce sujet que je trouve qui manque de lumière. Et, euh, et Dieu sait ce que j'aurais aimé que, voilà, tomber sur une vidéo comme ça à un certain moment donné où je me demandais si j'étais normale. Mmh. Ah, la normalité, c'est ce serait bien le sujet encore d'une autre vidéo Oui, ça. Eh c'est ça. bien, ouais, donc bah, ouais, merci encore, vraiment et avec grande joie. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de commentaires. Nous, on se retrouve, eh bien, sur, tous les réseaux Instagram, donc YouTube comme là, mon site internet. N'hésitez pas, à aller voir ça, tout est dans la barre de description. Vraiment, je vous souhaite une radieuse journée avec, passez là vraiment avec, beaucoup d'amour, de bienveillance, pour une fois, je veux dire, avec vous-même, uniquement avec vous-même. Comme ça, vous réussirez à la partager et on se retrouve à très vite. À bientôt.